Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Sanctuaire du jeu pour une partie concernant la seconde édition du jeu de plateau Horreur à Arkham. Alors pour rappel, il s'agit d'un jeu de Richard Lonius et Kevin Wilson qui s'adresse aux plus de 13 ans et dont les parties peuvent se faire de 1 à 8 joueurs et qui est basé sur l'univers de Lovecraft. Et aujourd'hui, je me suis dit que pour décompresser, il n'y avait pas meilleur moyen que d'aller faire une balade dans la ville d'Arkham et d'en profiter pour vous la faire visiter. Allez, on est parti. Voici la ville d'Arkham, une ville en apparence comme les autres, avec bien ses rues, ses différents quartiers, les lieux importants qu'il faut connaître. Alors je vais vous en montrer quelques-uns, pas tous. Je vais commencer par le nord donc de la ville. Donc au nord, on trouve le centre-ville. Le centre-ville avec l'asile d'Arkham qui va nous permettre d'améliorer notre santé mentale. Juste à côté, la banque qui va nous permettre de nous procurer de l'argent. Juste à côté se trouve le quartier nord avec sa boutique de souvenirs qui va permettre de récupérer des objets. Alors bien sûr, on y trouve également la gare et un journal. Un peu plus au sud, le quartier Est. Alors, le quartier Est où on va trouver le poste de police et sa prison, mais également le relais routier de Hib et le restaurant de Velma. Alors, en descendant un petit peu plus, on rentre dans le quartier marchand avec les quais qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Juste à côté, le quartier de la Rivière avec un autre magasin qui va nous permettre de nous procurer des objets, la caverne noire et le cimetière, indispensable à chaque ville. Bien sûr, l'université de Miskatonic avec le département scientifique, l'administration et la bibliothèque. Il y a également le quartier de French Hill qui est beaucoup plus méconnu où l'on trouve un club très fermé, la loge du Crépuscule d'Argent, et juste à côté se trouve une petite curiosité, la maison de la sorcière. Et au sud, on va trouver bien sûr le quartier sud avec l'église, la société des historiens, une pension, et juste à côté le quartier résidentiel où on va trouver une échoppe de magie qui va nous permettre de gagner des sorts et un hôpital qui va nous permettre de récupérer notre résistance en cas de blessure. Donc voilà, j'ai fait le tour de la ville d'Arkham, une ville d'apparence tranquille, mais d'apparence seulement parce que depuis quelque temps, un froid glacial, voire polaire, s'est répandu dans toute la ville qui nous laisse à penser qu'Ithaka, un grand ancien qui est pourtant endormi depuis des millénaires, a jeté son dévolu sur la ville d'Arkham pour tenter de faire son grand retour. Donc voici Ithaka qui ressemble un petit peu à un yéti. Ithaka qui a ses propres dévots, donc des cultistes. Alors je rappelle quand même que les cultistes sont des êtres humains, mais ceux-ci sont quand même assez particuliers parce qu'ils vont jusqu'à manger la chair de leurs semblables pour pouvoir avoir des pouvoirs surnaturels qui vont bien sûr leur permettre de résister au froid qu'engendre Ithaka. Mais bon, comment des êtres humains peuvent en venir là, aller jusqu'à idolâtrer une telle créature et devenir inhumain en quelque sorte. Mais heureusement pour nous, Ithaka ne pourra pas pénétrer dans la ville avant que certaines conditions soient remplies. Et nous avons deux investigateurs qui sont arrivés très récemment dans la ville d'Arkham et qui sont aperçus bien que quelque chose n'allait pas. Il s'agit du docteur Vincent Lee, donc qui s'est aperçu que depuis quelque temps, des morts inexpliquées avaient lieu dans la ville d'Arkham, des morts étranges, et il a décidé d'enquêter pour savoir ce qui se passait. Et il y a également Joe Diamond, un détective privé qui devait livrer une statue à la loge du Crépuscule d'Argent. Cette statue a malheureusement disparu et il a été également poursuivi par des cultistes. Et il s'est donc aperçu que quelque chose de bizarre se tramait dans la ville d'Arkham et il a donc décidé de découvrir ce qui s'y passait. Comme vous pouvez le voir, cette période est l'une des plus sombres dans l'histoire de la ville d'Arkham. On est en 1926 et nos deux investigateurs, Joe Diamond
et Vincent Lee vont tout tenter pour sauver la ville des griffes d'Ithaca. Alors pour envoyer Ithaca dans un profond sommeil, ou plus précisément pour gagner la partie, nos deux investigateurs vont devoir collectivement soit fermer tous les portails dans la ville d'Arkham, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul portail sur le plateau, ou alors sceller 6 portails, ce qui revient en fait à protéger définitivement 6 lieux dans la ville, puisque dans ces lieux, eh bien, plus aucun portail ne pourra s'ouvrir. En dernier lieu, eh bien, si jamais ils n'arrivent pas à empêcher le réveil d'Ithaca, le seul moyen de gagner sera de vaincre Ithaca en l'affrontant et tout en restant en vie. Bien sûr, Ithaca, quant à lui, eh bien, à l'inverse, va essayer de se réveiller afin d'envahir la ville d'Arkham et il va pouvoir y parvenir de 5 façons différentes. La première va être si jamais l'échelle du destin, vient à être remplie. Alors l'échelle du destin, elle se trouve ici et elle correspond en fait au niveau de sommeil de ce dernier. Donc plus on va augmenter dans les chiffres, plus eh bien Ithaca sera sur le point de se réveiller. Et lorsqu'on atteindra le chiffre 11, eh bien Ithaca se réveillera et commencera à envahir la ville. Une autre façon pour Ithaca de se réveiller est si jamais eh bien, il n'y a plus de portail de disponible dans la réserve. Une autre va être également s'il n'y a plus non plus de monstres dans le bol de monstres. Une autre façon pour lui de se réveiller va dépendre eh bien, du nombre de portails qu'il y aura d'ouverts sur le plateau. Dans notre cas, vu que nous avons 2 investigateurs, eh bien, si jamais 8 portails se trouvent ouverts en même temps sur le plateau dans la ville d'Arkham, eh bien, il se réveillera. Et la dernière façon pour Ithaca de se réveiller va dépendre en fait du nombre de monstres qui seront libérés tout au long de la partie. C'est-à-dire que plus les monstres vont envahir la ville ou enfin surtout la périphérie de la ville, plus le niveau de terreur de la population grandira. Et lorsque la population, enfin la terreur de la population arrivera à son paroxysme, c'est-à-dire au niveau 10, et si jamais eh bien, il y a 10 monstres de présents dans la ville d'Arkham, eh bien, Ithaca se réveillera également. Eh bien, il est temps maintenant pour nos investigateurs de se préparer et de s'équiper pour pouvoir affronter Ithaca, enfin du moins l'empêcher de se réveiller et le replonger dans un profond sommeil. Je vais commencer par Joe Damon. Comme vous le voyez, j'en ai également profité pour installer tout autour les cartes qui sont en lien avec les investigateurs. Nous avons d'un côté les cartes investigateurs et de l'autre les cartes spéciales qui apportent soit des obligations, soit des privilèges à nos personnages. Nous avons donc d'un côté les objets uniques, les alliés, les sorts, les objets communs et les compétences. Et de l'autre côté, nous trouvons eh bien, les acomptes et en blanc les prêts bancaires qui vont permettre à nos personnages de gagner de l'argent. En gris, on trouve les cartes d'adjoint au shérif. En bleu, les cartes qui vont permettre de devenir membre de la loge secrète. Et en dernier, nous trouvons les cartes malédiction et bénédiction qui, elles, vont avoir une influence directe sur les dés lors des tests. Concernant notre investigateur, eh bien, nous savons, enfin je vais vous montrer quand même le pion de son personnage, nous savons déjà qu'il s'agit d'un détective, donc il a 4 en santé mentale, il a également 6 en résistance, donc ça ce sont les valeurs maximum que notre personnage ne pourra pas dépasser. Et il commence au poste de police, donc on va y mettre tout de suite son personnage. On voit également qu'il va avoir des possessions de départ, certaines qui vont être fixes et d'autres aléatoires, c'est-à-dire tirées au hasard. Donc il commence avec 8 $, 3 pions indices et un 45 automatique. Donc 8 $, 3 indices et un 45 automatique.
Donc le 45 automatique qui est une arme physique, une arme à une main et qui va lui permettre d'avoir +4 au test de combat. C'est aussi une arme qui a une valeur de 5 $. Donc voici pour ses premières possessions. Puis il va également avoir, donc je l'ai dit tout à l'heure, des possessions aléatoires, c'est-à-dire 2 objets communs, donc je les tire tout de suite, et une compétence. Donc on va tout de suite regarder la compétence. La compétence qui va lui apporter +1 en discrétion et quand il dépensera un indice, il pourra ajouter un dé et enfin au lieu d'ajouter un dé, il pourra ajouter 2 dés au test de discrétion, ce qui est quand même pas mal. Surtout quand on sait qu'il n'est pas très fort en discrétion, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Concernant les objets communs, il a donc un manteau sombre qui lui permet d'avoir +1 au test d'évasion et un Derringer qui est une arme physique qui va lui permettre d'avoir +2 au test de combat. Et ce qui est bien, c'est que le Derringer ne peut pas être perdu ou volé à moins qu'on le décide. Donc c'est une arme à une main également et qui a une valeur de 3 $. Quand on regarde de plus près le bas de la fiche donc de Joe Damon, donc de cet investigateur, on voit que nous avons d'autres informations. On voit qu'on nous parle de vitesse, de discrétion, de combat, de volonté, de chance, de savoir et des chiffres sont reportés en face. Alors ces chiffres correspondent au nombre de dés que l'investigateur va pouvoir lancer lorsqu'il effectuera des tests. Au cours de son aventure, en fonction des lieux où il se trouvera, il va effectuer différentes rencontres et il devra effectuer des tests pour soit acquérir des nouveaux objets ou pouvoir fuir un endroit. On peut donc voir que bien Joe Damon va être quelqu'un de très rapide, mais par contre qui ne sera pas très discret. Alors la vitesse veut dire en fait qu'il va pouvoir se déplacer rapidement dans la ville d'Arkham. Par contre, en ce qui concerne la discrétion, qui elle va lui permettre d'échapper aux monstres, il va avoir beaucoup moins de facilité, parce que forcément, plus on se déplace vite, plus on fait de bruit et plus vite on est repérable. Concernant le combat, on voit également qu'il est quand même assez fort puisqu'il peut aller jusqu'à lancer 5 dés lors d'une rencontre combat. Par contre, concernant l'horreur, c'est-à-dire la peur qu'il va ressentir devant les monstres, eh bien, il va être quand même assez faible. Donc c'est quand même quelqu'un, quelque part, qui est très fort physiquement, mais quand un monstre sera assez horrible, je pense qu'il aura quelques difficultés à lui résister. Puis, nous avons en dernier le savoir et la chance. Et là, on voit également qu'il n'est pas très fort non plus. Le savoir va servir en fait à se servir des sorts, des différentes cartes de sorts. Donc, on sait que eh bien, Joe Damon ne va pas être un spécialiste des sorts. Lui, ce sera peut-être plus les armes, son point fort, on va dire. Et en même temps, eh bien, ce n'est pas non plus quelqu'un de très chanceux. Donc, il va falloir qu'on soit assez vigilant à ce niveau-là. Il faut également qu'on choisisse eh bien, le niveau de compétence de départ donc de ce personnage. Le mieux, quand on ne connaît pas trop le jeu, comme moi, vu que je n'ai pour l'instant à mon actif que quelques parties, est de prendre des valeurs assez moyennes. Donc, je vais d'abord eh bien, me servir donc des pions coulissants et je vais mettre donc 4 en vitesse et 3 en discrétion. En combat, pour l'instant, eh bien, je vais mettre 3 et 2. Et en savoir et en chance, donc c'est soit 1, soit 2. Bon, je vais faire comme ça pour le moment. On verra plus tard lorsque l'on commencera la partie. Donc voilà pour ce qui concerne Joe Damon. On va maintenant s'intéresser à Vincent Lee. Alors voici le pion du personnage de Vincent Lee, notre docteur. Donc lui, il a 5 en santé mentale et 5 en résistance. Il commence à l'hôpital Sainte-Marie. Alors, il me semble que j'ai caché l'hôpital Sainte-Marie avec les cartes sorts, donc je vais les mettre ici. Donc je mets son pion à l'hôpital Sainte-Marie. Il commence avec 9 $ et un pion indice. Donc le pion indice
et les 9 $. Et en possession aléatoire, donc il a une compétence, 2 sorts et 2 objets communs. Ah non, c'était une compétence, j'ai pris un objet commun. Donc je vais prendre un deuxième objet commun et une compétence. Allez, on va commencer par la compétence. Alors, en compétence, eh bien, il va gagner +1 en volonté et lorsqu'il dépensera un indice, il pourra donc lancer 2 dés. Puis, on va continuer avec les objets communs. Donc, il récupère du matériel de recherche, ce qui est le hasard fait quand même bien les choses vu qu'il est médecin et il pourra donc défausser le matériel de recherche au lieu de dépenser un pion indice et c'est une carte qui vaut 1 $. Le deuxième objet commun va être, eh bien, une mitraillette qui est une arme physique et qui lui permet de gagner +6 au test de combat et qui prend 2 mains. C'est-à-dire que quand il utilisera la mitraillette, il ne pourra pas utiliser une autre arme. Et concernant les sorts, il récupère le sort atrophie, donc qui n'entraîne aucun modificateur de lancer au niveau des dés, qui ne coûte rien non plus en santé mentale, donc qui est une formule magique et dans n'importe quelle phase, lancer et décharger ce sort pour gagner +3 au test de combat jusqu'à la fin de ce combat. Donc voilà, c'est un sort qui utilise quand même une main. Donc on verra plus tard en cours de partie, je ne vous l'explique pas tout de suite, on verra en quoi consiste décharger un sort un peu plus tard. Et le deuxième sort sera lié à un monstre qui est, alors lui par contre, qui a un modificateur de lancer +4 et qui coûte 2 en santé mentale, ce qui n'est pas rien, qui est également une formule magique qui est dans n'importe quelle phase, lancer et défausser ce sort pour réussir un test de combat. Vous devez obtenir autant de succès que la force du monstre pour lancer ce sort. Ce sort ne marche pas contre les grands anciens, et c'est un sort qui nécessite aussi de pouvoir utiliser ses 2 mains. Donc voilà en ce qui concerne les différentes possessions de Vincent Lee. Lorsque l'on regarde eh bien, d'un peu plus près ses compétences, on voit eh bien, qu'il n'est pas très rapide puisqu'il peut atteindre une vitesse maximale de 3. Par contre, il est très discret. Il peut lancer jusqu'à 5 dés. En combat, on voit également qu'il n'est pas très fort. Il n'a qu'une valeur maximale de 3. En volonté, c'est assez moyen. Mais bon, c'est pas catastrophique non plus. Et en savoir, par contre, il peut aller jusqu'à 5. Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de connaissances, ce qui est normal pour un médecin, et qui a également un petit peu de chance, on va dire. Donc, je vais placer tout de suite les pions coulissants sur sa carte. Et pour l'instant, eh bien, je vais prendre ces valeurs-là. On verra un peu plus tard. Donc, je prends, comme avec Joe Damon, des valeurs un peu moyennes. On verra en début de partie si on reste sur ces niveaux-là ou alors si on en change. Il y a quand même une chose dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, il s'agit de la concentration. On voit qu'on a une valeur d'indiquer à côté de la concentration. Eh bien, ce chiffre nous indique le nombre de mouvements que l'on peut appliquer au pion coulissant. Par exemple, eh bien, Vincent Lee a une concentration de 2, ce qui veut dire qu'on va pouvoir bouger 2 fois les pions coulissants. C'est-à-dire, bien, on va pouvoir le bouger une fois, par exemple comme ça, et une fois dans ce sens-là. Mais on ne pourra pas bouger plus de 2 fois. Ce qui veut aussi dire qu'en chaque début de tour, on va pouvoir choisir les valeurs des différentes compétences de nos investigateurs. Alors il y a aussi autre chose que j'ai oublié de mettre tout à l'heure, il s'agit du nombre de points de vie et de santé mentale. J'ai tout simplement oublié de mettre les jetons sur la fiche de l'investigateur. Donc on a dit 5 en résistance, donc on y met tout de suite les pions, et 5 en santé mentale. Et je vais en faire autant pour Joe Damon. Donc Joe Damon, donc, que j'ai placé ici, qui a 4 en santé mentale et 6 en résistance.
Voilà, c'en est fini donc de la préparation de mes fiches investigateurs. Eh bien, on peut voir qu'Ithaca n'a pas perdu de temps parce que pendant que nos investigateurs, eh bien, se préparaient, Ithaca a commencé son emprise sur la ville d'Arkham et de nombreux lieux qui étaient autrefois tranquilles et protégés sont devenus potentiellement très dangereux et ils sont facilement reconnaissables avec, eh bien, leur losange rouge. Ce sont tous les endroits, en fait, où en cours de partie, ils risquent d'y apparaître des portails et à chaque fois qu'un portail s'ouvrira, bien sûr, un monstre y apparaîtra en même temps. Mais c'est aussi les endroits où nos investigateurs vont pouvoir récupérer des indices et on va les y placer tout de suite. Donc nous avons un indice qui est apparu au bois, un autre à la Société des historiens, également eh bien, à la loge du crépuscule d'argent, à la maison de la sorcière. Alors je vais approcher un petit peu la caméra. Également, eh bien, dans la caverne noire, au cimetière. Il y en a également un autre qui est apparu donc dans l'innommable et au département scientifique, les îles inexplorées et en dernier, le relais routier et le square de l'Indépendance. Voilà. Donc 11 lieux sont devenus vraiment assez dangereux et il va falloir quand même être assez prudent lorsque l'on se rendra dans ces endroits. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas fini puisqu'un mythe vient de surgir. Un mythe qui va permettre à Ithaca de sortir progressivement de son sommeil. Donc voici une carte mythe. Et quand on la retourne, eh bien, on voit que un portail va tout de suite apparaître au bois. Et ce portail va être un portail qui ira jusqu'au plateau de Leng. Donc on le place sur le bois, enfin dans le bois, et malheureusement, l'indice est aspiré par le portail et disparaît. Et dès que le portail s'ouvre, un monstre y apparaît. Et ce monstre va être une sorcière, au demeurant, voilà, qui n'est pas si monstrueuse que ça, et, euh, et on la place tout de suite donc sur le portail. Mais ce n'est pas tout. Avec l'apparition de ce mythe apparaît également un autre indice. Et cet indice va apparaître à la Société des historiens, juste à côté du bois. Et eh bien, les monstres vont également se déplacer immédiatement. C'est-à-dire que tous les monstres qui ont des symboles en forme de cercle, de carré ou de losange vont se déplacer. Je reprends notre sorcière. Au bas de son jeton, enfin de son pion, eh bien, elle a un rond, ce qui veut dire qu'elle fait partie des monstres qui se déplacent. Et pour savoir comment ils se déplacent, eh bien, il suffit simplement de suivre la flèche qui a une couleur blanche. Là, les flèches sont des deux couleurs, on ne se pose donc pas de questions. Donc, la sorcière se déplace au quartier résidentiel. Une fois que, eh bien, l'on a fait apparaître le portail avec le monstre, puis apparaître l'indice et déplacer les monstres, eh bien, il ne nous reste plus qu'à résoudre l'effet de la carte. Un étrangleur, dans le quartier sud. C'est un gros titre. Cependant, la presse s'est trompée. Les meurtres ont été causés par deux monstres qui sont lâchés dans les rues du quartier sud. Donc voilà, on n'a pas de chance, puisque deux autres monstres vont apparaître dans les rues du quartier sud. Donc je pioche deux autres monstres. Le premier va être une larve stellaire. Donc je la place tout de suite dans le quartier sud. Et le deuxième, un migo. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des monstres.
Alors je ne vais pas pour l'instant m'attarder, sur toutes les valeurs qu'il y a, de présentes sur les différents pions, ni les liserés de couleurs qui veulent également dire des choses. Là, pour l'instant, on va simplement s'intéresser à la mise en place et on verra un petit peu tout ce qui concerne donc le fonctionnement lorsque l'on commencera réellement la partie. Donc voilà, c'en est fini donc de notre carte mythe et également bien de l'installation de cette partie. Concernant l'installation d'une partie, il faut tout d'abord, bien sûr, choisir son grand ancien. Donc on peut soit le choisir, soit le tirer au hasard. Moi, j'ai pris celui qui est conseillé lors des premières parties. Donc il s'agit bien sûr d'Ithaca. J'ai ensuite choisi mes investigateurs. J'ai déjà décidé de faire une partie bien, avec deux investigateurs, Joe Damon et Vincent Lee. Donc j'espère que j'ai fait le bon choix au niveau de mes personnages. Puis, on leur attribue toutes leurs possessions. Par la suite, bien, il faut installer tous les indices dans les endroits dangereux de la ville d'Arkham. Et en dernier, bien, il faut résoudre la carte mythe. Alors, la carte mythe se résout dans un ordre bien précis. On doit tout d'abord faire apparaître le portail, puis faire apparaître l'indice, faire bouger les monstres, et en dernier, résoudre l'effet de la carte. Donc là, comme il s'agit d'un gros titre, il ne s'agit pas d'une carte qui va rester en jeu. Je la défausse donc tout de suite et la place donc au-dessous de mon paquet. Je vais également en profiter donc pour vous faire un petit peu le tour de ma mise en place. Bien sûr, il y a le plateau, le bol de monstres, les portails, les cartes mythes, les cartes portails donc dont on va avoir besoin lorsque nos investigateurs se retrouveront dans les autres mondes. Donc bien sûr le grand ancien, les différentes cartes de lieux, donc qui ont exactement les mêmes couleurs, dont le dos des cartes a la même couleur donc que les quartiers. Par exemple, pour le quartier résidentiel, va correspondre les cartes à dos rouge, etc., etc. J'ai également mis bien toutes les cartes des investigateurs, les différentes cartes possession, et j'ai ici une partie des pions. Et je viens de me rendre compte donc que j'ai oublié de faire une chose. À chaque fois qu'un portail s'ouvre, un pion destin est placé sur la fiche du grand ancien. Et donc, ce qui veut dire bien que notre grand ancien commence à se réveiller. Donc, plus les portails vont s'ouvrir dans la ville d'Arkham, bien plus le grand ancien se rapproche donc de son grand retour, de son réveil. Il y a également une dernière chose dont je ne vous ai pas encore trop parlé. Il s'agit donc de toutes les informations que nous trouvons donc en bas du plateau. Nous avons bien sûr la ville d'Arkham, juste à côté bien les autres mondes dans lesquels nos investigateurs vont pénétrer lorsqu'ils seront aspirés par les portails, mais on trouve également bien, des endroits extérieurs à la ville. On va avoir donc la périphérie, le ciel et perdu dans l'espace et le temps. Donc là, bien, il va arriver un moment en cours de partie où nos investigateurs vont être perdus dans l'espace et le temps. Et bien voilà, cet endroit se trouve dans les limites de la ville. On va également trouver dans les limites de la ville le ciel parce que certains monstres vont voler et au cours de leur déplacement, ils vont se retrouver dans le ciel en attente d'une occasion pour se jeter sur nous. Et on trouve la périphérie et c'est dans ce lieu que beaucoup de monstres vont arriver. La ville d'Arkham est limitée à un certain nombre de monstres. Dans notre cas, vu que nous avons deux investigateurs, il ne pourra pas y avoir plus de 5 monstres dans la ville. Tous les autres, lorsqu'ils apparaîtront, iront dans la périphérie. Et le nombre de monstres qu'il y aura dans la périphérie aura un impact direct sur l'échelle de terreur. Alors concernant cette partie basse du plateau, je vais y apporter bien des modifications. Je me suis rendue sur le site Wiki Horreur à Arkham. Alors je vais vous mettre le lien dans mon descriptif de vidéo. Et j'ai trouvé qu'il y avait une version qui avait été faite, une petite modification qui était assez sympathique. Donc je vais commencer par les limites de la ville.
Donc voilà, voilà ce qui a été fait, et on a des informations complémentaires qui concernent la limite de monstres en périphérie. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, que le nombre de monstres qu'on avait en périphérie avait un impact direct, sur l'évolution de l'échelle, de terreur. Donc, je vais vous la mettre ici. Et la règle du jeu nous dit que lorsque nous avons 2 investigateurs, on ne peut pas avoir plus de 6 monstres en périphérie. Et donc ça, je vais le marquer tout de suite. Et dès que nous dépasserons le nombre de 6 monstres en périphérie, eh bien notre échelle de terreur augmentera de 1. Alors il faut également que je vous retrouve le pion terreur, le voici. Et je vais également en profiter pour vous montrer la modification apportée sur ce site concernant l'échelle de terreur. Nous y trouvons également d'autres informations. Nous y voyons le nombre limite de monstres qu'il peut y avoir dans la ville d'Arkham. Dans notre cas, nous savons que dans la ville d'Arkham, il ne peut pas y avoir plus de 5 monstres. Donc, je le marque tout de suite. Et on sait également, je vous l'ai dit en introduction, que Ithaca pourra se réveiller si jamais 8 portails sont ouverts en même temps sur le plateau de jeu. Et on sait également que si on arrive à sceller 6 portails, on aura gagné la partie. Donc au niveau de l'échelle des terreurs, on commence sur le chiffre 0. Et donc vous allez voir pourquoi vraiment ces impressions sont vraiment utiles. Donc on sait qu'on ne va pas pouvoir avoir plus de 5 monstres dans la ville d'Arkham. Dès qu'on aura 5 monstres sur le plateau, tous les nouveaux monstres iront directement dans la périphérie. Et dès que la périphérie dépassera 6 monstres, notre niveau de terreur augmentera. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant la mise en place. J'espère que cette vidéo vous a plu et a été assez claire et explicite pour vous. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je reviendrai dessus. Et on se retrouve donc très prochainement pour un début de partie avec Joe Damon et Vincent Lee pour affronter Ithaca. À très bientôt et au revoir.